Bonjour à tous. Donc je continue l'exercice de style des fiches de lecture. Au séminaire dernier, j'avais présenté un bouquin qui s'appelle Sapiens de M. Hariri, et j'avais posé la question à la salle, qui est-ce qui connaît ce livre? Et à ma grande surprise, il n'y avait pas loin de la moitié de la salle qui connaissait ce livre. Et j'ai voulu aujourd'hui essayer de garder un niveau et une vision assez élevés. Et donc, j'ai décidé de vous parler d'un auteur qui s'appelle Jean-Marc Jancovici. Quels sont ceux qui le connaissent dans la salle? Bon, il y en a quelques-uns qui le connaissent. Alors, qui est Jean-Marc Jancovici? Eh bien, c'est un scientifique, un ingénieur. Il se trouve qu'il est polytechnicien comme moi, mais ce n'est pas pour ça que je l'ai choisi. Et il est également chef d'entreprise et consultant. Et depuis quelques années, avec un regard scientifique d'ingénieur, il s'est intéressé à l'économie, à comment elle fonctionne et comment est-ce qu'on peut se projeter dans l'avenir. Et il est arrivé à des conclusions tout à fait étonnantes et relativement alarmantes. Et donc, j'ai découvert cet auteur et ses livres relativement récemment. Et donc, je voulais partager avec vous l'étonnement que j'ai eu en découvrant les propos de ce scientifique. Alors, je vous recommande deux choses. D'abord, une vidéo YouTube. Alors, elle fait 2h13. Mais rassurez-vous, il n'y a que 1h30 de présentation et 40 minutes de questions-réponses. Il se trouve que j'ai envoyé mes vœux et que j'ai recommandé cette vidéo. Et j'ai eu un nombre important de réponses de gens qui l'avaient lu, qui l'ont regardé jusqu'au bout et qui m'ont dit que c'était bouleversant. Voilà, donc si vous avez un petit peu de temps devant vous, je l'invite. Et pour ceux qui préfèrent le papier, il y a un bouquin qui s'appelle « Changer le monde, tout un programme » et qui reprend les principaux thèmes qu'il évoque. Alors, un de ces mots-clés, c'est « énergie égale pouvoir d'achat ». Je cite cette citation de lui. « En 2 siècles, une corne d'abondance géante a déversé sur les hommes une pluie de biens et de services nouveaux que les manuels d'histoire attribuent le plus souvent au génie humain. Mais sans nier que nos neurones ont contribué à cette évolution, il faut comprendre qu'un élément l'a piloté de manière bien plus puissante encore, les énergies fossiles. L'accès à l'énergie extracorporelle, c'est-à-dire aux combustibles fossiles, qui représentent 80% de l'approvisionnement énergétique de l'humanité, a multiplié par plusieurs centaines le potentiel d'action de l'homme sur son environnement. Et la vraie raison de l'augmentation de notre pouvoir d'achat est bien là. Et donc, en gros, il fait une corrélation, on verra les courbes derrière, entre le développement du PNB et l'utilisation de l'énergie. Et il va même beaucoup plus loin, on le verra, qu'en gros, toute notre civilisation est aujourd'hui basée sur la consommation de l'énergie et donc essentiellement de l'énergie fossile. Alors, je vous ai mis quelques petits extraits des slides qu'il met dans sa présentation. Il faut savoir que l'énergie que peut développer un homme est très faible. Il y a les jambes et les bras. Les jambes, c'est en gros 100 watts. Les bras, c'est 10 watts. Et que même si on comptabilise l'énergie auprès du SMIC, eh bien, le kilowattheure d'énergie humaine, c'est 200 € pour les jambes et 2000 € pour les bras. Et à côté de ça, la même quantité d'énergie en pétrole, en coût de revient, c'est 0,4 €. Voilà. Un des enseignements qui tire de ça, c'est que si l'esclavage a disparu dans notre société moderne, c'est que c'est économiquement pas rentable. Ce n'est pas une question éthique ou autre. Tout ce que je dis, c'est ses propos. Hein. Donc, faites la part des choses. Mais donc, en gros, si l'esclavage a disparu, c'est qu'aujourd'hui, les machines sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rentables, beaucoup moins chères que des esclaves humains. Et donc, si l'esclavage a disparu, c'est grâce à l'énergie fossile et rien d'autre. Voilà le genre de concept qu'il présente. Donc,
Un homme, donc, comme je vous disais, 100 watts pour les jambes, 10 watts pour les bras. Un tracteur, 60 kW, c'est 600 paires de jambes. Une pelleteuse, c'est 10 000 paires de bras. Un camion, c'est 4 000 paires de jambes. Un avion, c'est 1 million de paires de jambes. Et un laminoir, c'est 10 millions de paires de bras. Voilà pour fixer des ordres de grandeur de la comparaison de l'énergie apportée par les machines et donc par les fossiles par rapport à ce que permet l'énergie humaine. Il faut savoir qu'au départ, les humains, ils utilisaient essentiellement l'énergie naturelle. Et là, il a juste un petit comparatif entre l'éolien et le pétrole. Si vous prenez un cube de 10 mètres sur 10 mètres sur 10 mètres de vent à 80 km/h et que vous l'envoyez dans une éolienne, ça vous permet d'avoir des kilowattheures d'électricité qui reviennent à 6-8 centimes sans sécurité, c'est-à-dire que ça s'arrête quand il n'y a plus de vent. Si on veut générer une sécurité d'approvisionnement, ça coûte 3 fois plus cher. Donc, le kilowattheure éolien sécurisé, il coûte 25 à 50 centimes, alors que l'équivalent d'énergie en pétrole, c'est 0,3 centimes. Donc, voilà pourquoi est-ce que l'homme a migré vers les énergies fossiles. Alors là, ce schéma, il est très, très intéressant parce que c'est la consommation d'énergie annuelle d'un homme en fonction du temps. Ça commence à 1860 et ça finit dans nos années. En vert, vous avez la biomasse, c'est-à-dire le bois. En 1860, la seule énergie qu'on consommait, c'était essentiellement du bois pour le chauffage et pour la nourriture. Et vous voyez, l'utilisation du bois a tendance à diminuer. En noir, vous avez le charbon, qui sert aujourd'hui essentiellement pour faire de l'électricité en Chine et ailleurs. Vous avez en rouge le pétrole, qui sert essentiellement pour les transports. En beige, vous avez le gaz. En bleu, vous avez l'hydroélectricité. En jaune, vous avez le nucléaire. Et en rose, vous avez les nouvelles énergies renouvelables. Voilà. Et vous voyez verticalement sur la droite tout ce qui est du carbone, c'est-à-dire charbon, pétrole, gaz, voilà, et un peu de bois. Le bois, il est renouvelable. C'est du carbone aussi. Bon, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est très, très loin d'avoir remplacé les énergies fossiles. Et la petite mention rouge ici, c'est que comme chaque humain consomme en moyenne 20 000 kWh d'énergie par an, c'est comme si chaque humain avait 200 esclaves énergétiques à sa disposition 24/24. Parce que s'il n'y avait pas l'énergie fossile, pour avoir le même niveau de vie, il faudrait que chaque humain de la planète ait 200 esclaves à sa disposition. Voilà, et donc ça, c'est par... Le précédent schéma, c'était par personne. Si on multiplie par la population qui, comme vous le savez, augmente, on voit que la consommation d'énergie explose, et en particulier d'énergie fossile. Mais vous me direz, oui, mais on fait énormément d'efforts dans le domaine des énergies renouvelables. Donc aujourd'hui, la part d'énergie renouvelable augmente fortement. Et c'est là, vous avez le schéma suivant. Non, ce n'est pas encore celui-là, mais ce n'est pas grave. Je vous commande celui-là. Ça, c'est la vision de l'humanité depuis le Jésus-Christ. Pendant 1000 ans, il n'y a pas eu de croissance. Ensuite, de 1000 à 2000, il y a eu un tout petit peu de croissance. Et depuis qu'on a découvert et utilisé les énergies fossiles, on a en gros 3% de croissance par an, ce qui fait qu'on est là. Et d'après les calculs de M. Jancovici, si on n'avait pas découvert et utilisé les combustibles fossiles, on serait là. Voilà, donc aujourd'hui, notre civilisation
est construite et basée sur l'utilisation de l'énergie, essentiellement l'énergie fossile. Voilà le slide que j'évoquais, c'est qu'aujourd'hui, quelles sont les énergies qui croissent le plus aujourd'hui, dont la production augmente le plus? Numéro 1, c'est le charbon. Numéro 2, c'est le gaz. Numéro 3, c'est le pétrole. Et les nouvelles énergies fossiles, renouvelables, c'est des queues de cerises. Donc on est encore très loin aujourd'hui d'être sur la voie du remplacement de l'énergie fossile par des énergies renouvelables. Très loin encore. Quand on vous disait le pouvoir d'achat, c'est l'énergie, vous avez ici une régression entre le PNB mondial et la consommation d'énergie. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que c'est une droite parfaite. Plus on consomme d'énergie, plus on a de PNB. Et avec la conclusion, c'est que si on consomme moins d'énergie, on aura moins de PNB. Et une preuve aussi qu'il y a une très forte corrélation, c'est que vous avez en vert la consommation d'énergie, en bleu le PNB. Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a une corrélation extrêmement étroite entre les deux courbes. Et alors, le problème avec les énergies fossiles, c'est que le stock, il est limité. Et que, comme vous savez, quand on a un stock limité, on a forcément une courbe qui commence à zéro, qui passe par un pic, et qu'ensuite qui finit à zéro. C'est le fameux peak oil ou pic d'énergie dont on a beaucoup parlé. Ça, c'est la consommation d'énergie en Europe. Et donc, Jancovici distingue 3 étapes. Une étape de forte croissance, avec un pic en 79. Ensuite, une étape avec une relative stabilité. Et depuis 2006, une décroissance malgré le développement important des nouvelles énergies renouvelables qui sont le solaire et l'éolien. Donc ça veut dire qu'en Europe, ce n'est pas le cas pour tous les continents. Il y a des continents comme la Chine où on fait de plus en plus appel au charbon, où la consommation continue d'augmenter. Mais en Europe, on a dépassé ce pic et on est sur la pente descendante. Et Jancovici fait un rapprochement entre cette pente descendante et la croissance. C'est le schéma suivant. Il dit en gros, il y a 3 périodes. Jusqu'à 79, qui était la première période, on avait une croissance du PNB forte, en moyenne à 4%. Ensuite, il y a la période intermédiaire où on a eu une croissance moyenne, environ 2%. Et depuis 2006, on aborde une période où la croissance diminue et pour lui, c'est corrélé avec le fait que la consommation d'énergie baisse en Europe. Voilà. Alors, il parle beaucoup de cet aspect-là. Il parle également un petit peu de réchauffement climatique, mais je ne veux pas insister là-dessus. Et lui, ses conclusions, c'est que tôt ou tard, ça peut prendre des dizaines d'années, mais la consommation d'énergie fossile va arriver à son terme et que ça va poser des gros problèmes à l'économie, vu que le PNB étant, comme on l'a vu, fortement corrélé avec la consommation d'énergie et qu'aujourd'hui l'essentiel de l'énergie est l'énergie fossile. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il recommande? Il fait un certain nombre de recommandations. Décarboner l'économie. Une des mesures qu'il recommande est en particulier la taxe carbone. S'attaquer aux consommations énergétiques, les bâtiments, qui représentent 45% de l'énergie finale, les transports. Le nucléaire, il dit on ne peut juste pas s'en passer, parce que c'est une énergie non carbonée.
Et puis, en ce qui concerne le charbon, sur lequel il y a des réserves très importantes, eh ben, il faut absolument trouver des technologies de capture et de séquestration du CO2 pour que le CO2 du charbon ne se retrouve pas dans l'énergie. Et donc, lui dit, c'est faisable. Il estime ça entre 3 000 et 6 milliards d'euros sur 40 ans. Mais avec ça, on est en mesure de décarboner l'économie. Et sur la fusée Terre, après le premier étage qui est les combustibles fossiles, trouver un deuxième étage, une énergie décarbonée qui nous permette de continuer à nous développer. Parce que si on ne fait rien, eh ben, il y aura des crises énergétiques. Voilà. Et ce qui m'a fait penser à ça, c'est l'épisode des Gilets jaunes qui ont montré que face à une élévation minime du coût de l'énergie, eh ben, ça pouvait générer des revendications fortes et des désordres forts. Et voilà. Et donc, sa recommandation, ben, c'est il est temps de se mettre à cette œuvre qui est de décarboner l'économie. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop plombé, mais j'ai découvert ce bouquin-là récemment, j'ai trouvé ça passionnant et je voulais partager ça avec vous.